Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième émission des Clés de l'IMO, les clés de l'immobilier, l'émission ici en direct de Figaro Immo, sur le plateau Libellule de Figaro Immo, sur la page Facebook du Figaro Immobilier, l'émission pour vous rendre service si vous avez un projet immobilier. Voilà, c'est notre credo chaque semaine, tous les vendredis, de 13h à 13h30. Alors, la première émission des Clés de l'IMO, nous avions abordé le thème de l'acquisition avec un notaire. Ensuite, nous avons vu tout ce qui tourne autour du budget, du financement, des taux de crédit. Aujourd'hui, on va parler de location. Location à la fois location pour les étudiants, location vacances et location meublée avec un expert, une experte aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Olivier. C'est Maude Welter. Vous êtes directrice associée de Logis, spécialiste en location meublée. Vous êtes auteur d'un guide très pratique sur la location meublée saisonnière. Peut-être déjà un mot sur Logis ? Alors Logis, c'est un groupe immobilier en fait qui a su développer depuis presque 20 ans maintenant toute une palette de services pour les propriétaires qui souhaitent effectivement louer leurs biens en meublé. On travaille avec 6500 propriétaires et donc on a un parc à peu près de 7500 appartements aujourd'hui sur Paris et la région parisienne. D'accord, donc aujourd'hui on va parler de location, on va être le plus clair et le plus pratique possible, hein, ça vous le promettez. Très bien, alors vous avez été nombreux à poser vos questions tout au long de la semaine sur Figaro Immo, sur ce thème de la location qui vous intéresse. On va comme ça les dérouler pendant une vingtaine de minutes et puis progressivement on va prendre les questions en direct. L'émission dure environ une demi-heure. Alors première question, on va commencer par la location étudiante. C'est une question de Vivian, de Maison Alfort. Je vais partir faire mes études de sciences sociales à Rennes, Université Rennes 2. Quels sont les prix des locations? Y a-t-il des bons plans pas chers? De façon très générale, avant peut-être de parler de Rennes sur oui, alors c'est vrai qu'on cherche toujours des bons plans pas chers. C'est la période pour les étudiants. C'est la période, tout à fait. Donc c'est vrai que la première règle, c'est déjà de se renseigner auprès de l'école où l'on va ou auprès de l'université. Il y a souvent des petites annonces, des étudiants qui quittent le campus et qui vont chercher un remplaçant dans leur location. Donc ça, c'est la première étape qu'on peut actionner. Après, il y a les agences locales qui peuvent être intéressantes et qui... Quand vous dites agence locale, d'information sur le logement ou agence locale de réseau immobilier? De réseau immobilier, vraiment les agences immobilières locales qui vont avoir dans leur portefeuille en fait des biens qui peuvent tout à fait convenir pour les étudiants ou pour des colocations étudiantes. Et donc c'est vrai qu'il faut aller voir ces agences qui sont les professionnels de l'immobilier du point de vue local et qui peuvent être vraiment de bons conseils et avoir surtout des logements au bon prix. Et commencer donc sa recherche à distance, sans doute, dans un premier temps. Oui, commencer. Donc Internet, effectivement, c'est magique pour ça. Alors, il y a aussi les sites, il y a plusieurs sites qu'on peut utiliser, c'est sûr. On les connaît. Et après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on voit déjà pas mal d'éléments sur les biens, en général des photos, une description assez complète. Voilà, il faut faire déjà une première sélection plutôt que se déplacer pour faire plein de visites et finalement qui sont inutiles. Donc, et ne pas hésiter à appeler l'agence ou le propriétaire si c'est une location directe pour avoir le maximum d'informations en amont et pour savoir aussi ce qu'attend le propriétaire dans le dossier en fait de garantie parce que ça c'est vraiment un point important d'arriver pour une visite et d'avoir déjà tous les éléments. Ça va permettre d'avoir la location quand il y a beaucoup de demandes et d'être en amont, de préparer son dossier en amont, c'est essentiel pour retenir l'attention du propriétaire ou de l'agence. D'accord. Et vous parlez de sites immobiliers intéressants. Il y en a un très bon qui s'appelle Figaro Immo. Oui. On peut à la fois trouver de bonnes annonces et il y a d'excellents, il y a à la fois des articles sur le Figaro Immobilier et des conseils pratiques sur Figaro Immo. On peut rajouter une chose, comme tous les ans, le réseau immobilier Century 21 publie aussi son guide du logement étudiant avec des conseils aussi, les budgets ville par ville, les prix des loyers. On apprend que le coût le plus réduit est à chercher du côté de Rodez. Ça, c'est plutôt l'académie de Toulouse où il faut tabler sur un budget mensuel moyen de 274
euros. Et à l'inverse, on apprend que c'est à Annecy, côté Académie de Grenoble, que les loyers moyens sont les plus élevés en région, 541 euros devant Lyon, 507 euros. Et à Paris, alors là, Paris beaucoup plus cher évidemment, 695 à 933 euros en moyenne selon que vous optiez pour le 20e ou le 6e arrondissement. Et pour la question de Vivian, Maison Alfort, alors à Rennes, les loyers Vivian vont de 315 à 500 euros, toutes charges comprises. Charges comprises. Qu'est-ce qu'on entend par charges comprises, généralement? Ah, bah, dans les charges, ça va être... Alors, ça dépend des... Oui, alors justement, il faut aider Vivian et d'autres. Voilà, alors dans les charges, ça va être les charges de copropriété, en fait, hein, l'entretien des parties communes, s'il y a une gardienne, la gestion des poubelles, le remplacement des ampoules dans les cages d'escalier, etc. Il faut faire attention, donc, à savoir si les consommations d'eau sont incluses ou pas dans les charges. Il y a aussi, alors quand on est dans un immeuble collectif, il peut y avoir le chauffage qui est inclus dans les charges ou pas, donc savoir quel est le type de chauffage pour le logement. Et puis, quand on va être sur du meublé, voir si ça comprend une connexion Internet, par exemple. Voilà, tous les services annexes, s'assurer que c'est compris dans les charges et que ça ne va pas être des frais qu'on va demander en plus au locataire. C'est important ce que vous dites, effectivement, Maud, il faut s'en assurer au préalable, oui, avant la signature du bail. Faire ces calculs. On rajoute donc juste pour, en moyenne, 394 euros pour une surface de 22 mètres carrés. À Rennes, le loyer moyen, 15,7 euros par mètre carré pour un studio. Ça, c'est selon l'Observatoire Clameur. Budget logement très important, on le sait, pour les étudiants. Articles, vraiment, on y retourne. Hein, vous pouvez les découvrir sur le Figaro Immobilier. On passe à la question de faux heures. La nouvelle loi sur le logement va-t-elle changer les règles en matière de colocation? Alors non, a priori pas de gros changements. Quand même une petite particularité, quand on est en colocation et qu'on fait des contrats de location, des baux multiples en fait, c'est-à-dire un propriétaire qui va avoir un appartement par exemple avec 3 chambres et qui va faire 3 contrats de location distincts pour chacune des chambres, eh bien la taille aujourd'hui minimum était de 14 mètres carrés par chambre et on va revenir à 9 mètres carrés qui est la taille du logement décent, ce qui est beaucoup plus cohérent. Ouais. Voilà, 9 mètres carrés minimum. Et donc sur les colocations, c'est vrai qu'il y avait déjà eu pas mal de changements avec la loi Allure. C'est important de le rappeler, je pense, c'est qu'il n'y a plus de solidarité. Enfin, la solidarité des colocataires a été quand même encadrée puisque quand il y a plusieurs colocataires, s'il y en a un qui donne son congé, il va être tenu de continuer à payer le loyer si ses colocataires restants ne le font pas, seulement pendant 6 mois. C'est limité à 6 mois, de même que sa caution. Et si jamais il est remplacé par un nouveau colocataire, sa solidarité, il est tout de suite dégagé de cette solidarité. Oui, c'est important de le dire. Donc ça, c'est le bail solidaire, effectivement, contrat unique signé par tous les colocataires qui se répartissent le logement comme ils le souhaitent. Hein. La confiance, évidemment, elle est très importante. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Et avec le bail commun, généralement, il y a une clause de solidarité. Oui, c'est ça exactement. Et alors, un petit détail qu'il faut ajouter, c'est sur la taxe d'habitation. Oui. Pour les colocataires, bien faire attention. Il faut savoir que l'administration fiscale peut adresser la taxe d'habitation à un seul des colocataires ou maximum, elle mettra 2 noms sur l'avis de taxe d'habitation. Donc c'est important de prévoir quand c'est une colocation à plusieurs, de bien prévoir que cette taxe d'habitation sera répartie entre chacun des colocataires, même s'il y en a un qui figure pas sur l'avis de taxe d'habitation. Merci de ces précisions. Effectivement, en tout cas sur la nouvelle loi Elan, qui n'a pas encore été voté. Attention, c'est passé en première lecture à l'Assemblée. Oui. Il y a un deuxième examen, en deuxième lecture donc à l'Assemblée nationale. Donc on attend. Enfin, ça devrait voir le jour, on va dire à l'automne. Elle devrait être votée vraisemblablement, fin de l'été. Et pour l'automne, voilà en tout cas pour la question de faux heures sur la colocation. Toujours dans le domaine de la location étudiante, une question de Thomas de Nice. Avec la fin programmée des APL, à quelles aides au logement peut-on espérer? J'ai 24 ans et je suis étudiant en commerce. Oui, alors c'est vrai que ça c'est un coup dur pour les locataires. Après, il faut se renseigner auprès de la CAF quand même. Et puis il y a quand même des dispositifs qui existent, notamment par exemple avec la garantie Visale, qui est la caution d'Action Logement, qui peut permettre déjà d'avoir un dossier de garantie qui va être accepté par le propriétaire et qui permet donc d'accéder à un logement plus facilement.
logement, voilà, qui va à dispositif Visale, qui va être normalement largement revu et élargi en fait pour permettre au plus grand nombre d'en disposer et de pouvoir utiliser ce dispositif. Oui, et donc demandez tout d'abord à la CAF, Caisse d'allocation familiale, il y a près de 700 000 demandes par an, donc 410 000 nouveaux étudiants chaque année qui font ces demandes, ces aides. D'ailleurs, il y a aussi certaines villes qui mettent des systèmes en place pour aller encore plus loin. Par exemple, la ville de Montpellier fait hashtag aide au logement à Montpellier. Enfin, il y a beaucoup de villes qui se développent. On sait que c'est une période très importante, notamment pour beaucoup d'étudiants. Et puis, vous le disiez, Maud, si les parents, si vos parents ne peuvent pas vous aider et se porter caution pour votre futur logement étudiant, il y a donc Visale. Visale garant 100% gratuit pour les étudiants, service d'action logement qui offre à tous les étudiants sans condition de ressources, effectivement une caution locative gratuite pour tous les types de logements. Allez sur le site, c'est visale.fr. On passe à la partie location de vacances. On y est, donc on ferme les yeux. On est à Biarritz, on est en vacances. Question de Sarah de Bordeaux. Après Paris, les règles vont-elles se durcir pour les locations en Airbnb? Parce qu'elle fait allusion à Bordeaux. Oui. Alors effectivement, dans la loi Elan, il y a quand même un certain nombre de dispositions qui vont rendre plus compliqué l'allocation de courte durée sur Paris. Alors attention, il faut bien avoir en tête qu'il est tout à fait possible de louer un logement pour de la courte durée, donc en location saisonnière, dans la limite de 120 jours par an, si c'est sa résidence principale. Voilà. C'est-à-dire, un propriétaire dont c'est la résidence principale, il part en vacances, il a tout à fait le droit, sans autorisation particulière, de mettre son bien en location meublée touristique. Par contre, c'est le cas à Paris, il a besoin d'un numéro d'enregistrement, donc il va devoir quand même aller sur le site de la mairie de Paris et déclarer qu'il met en location meublée courte durée un logement. Ce numéro d'enregistrement est indispensable dans toutes les annonces qui vont porter sur le bien. Et s'il ne fait pas cette démarche, s'il ne déclare pas son meublé de tourisme, aujourd'hui, l'amende, elle est de 450 €, l'amende possible. Demain, elle sera de 5 000 €. Donc, il y a quand même une amende conséquente. Ensuite, les propriétaires seront tenus sur demande de la mairie de Paris d'indiquer le nombre de nuitées par an réalisées. Donc là aussi, s'ils ne fournissent pas leur calendrier, la sanction elle est de 10 000 €. Et puis ensuite, c'est pour les plateformes, type Airbnb, effectivement, qui ne feraient pas figurer le numéro d'enregistrement. Là, c'est 12 500 € d'amende par annonce. Et si elles ne bloquent pas les locations à 120 jours, donc Airbnb avait communiqué dessus en disant on va le faire dans le centre de Paris, ça avait fait réagir l'adjoint en charge du logement, à juste titre, parce que la réglementation s'applique à tout Paris. Et donc, si la plateforme ne bloque pas à 120 jours, l'amende sera de 50 000 € par annonce non bloquée. Donc, avec ces dispositions, on peut imaginer que les plateformes vont quand même faire un certain nombre de contrôles. Après, pour les personnes qui ont un appartement et qui souhaitent le mettre tout au long de l'année en location saisonnière, sur Paris, aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir une autorisation de changement d'usage. En fait, concrètement, parce que c'est des notions qui peuvent paraître complexes, c'est transformer son logement quelque part en local commercial. Donc, ça nécessite d'acheter ce qu'on appelle des titres de commercialité. C'est des procédures qui sont longues, qui sont coûteuses et qui sont difficiles à mettre en place. Donc, très peu de propriétaires le font sur Paris. Donc, quand on a un bien sur Paris, faut plutôt opter partir sur de la location vide classique ou de la location meublée sur des durées de plusieurs mois. Dans le cadre du bail mobilité, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou de la location meublée classique, pour pas tomber sous le coup des sanctions possibles. Parce que le propriétaire qui fait de la location saisonnière alors qu'il n'a pas ses autorisations risque 50 000 € d'amende quand même. C'est ça. Donc, on le voit, donc ça se durcit énormément parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus, ça a proliféré. Donc après Paris, Bordeaux est maintenant concerné. La ville de Bordeaux, il faut absolument se déclarer, faire cette déclaration. Donc ça va être 5 000 voire 10 000 € d'amende à la fois pour les particuliers, beaucoup plus évidemment pour les plateformes qui ne jouent pas le jeu. Et puis à noter quand même que justement, puisqu'on parle de Bordeaux, on a écrit quelques articles dans le domaine. Bordeaux est la deuxième ville qui est la plus Airbnbisée, on va dire. Il y a Britel aussi, il y en a d'autres. De France, il faut savoir qu'à Bordeaux, en octobre 2016, on comptait 5200 offres sur Airbnb. En mars 2018, on en dénombre 12 500. Ça, c'est une évolution à Bordeaux qui a été en 18 mois. Donc l'offre elle a augmenté de 146%.
on va au-delà des 22 offres pour 1000 habitants et dans certains quartiers à Bordeaux comme Hôtel de Ville, les Chartrons, Saint-Michel, les touristes remplacent peu à peu les habitants et même danger aussi pour les étudiants qui ont du mal aussi à se loger parce que c'est une course effrénée. Donc c'est la tendance de fond que la location saisonnière en tout cas rapporte plus aussi que la location classique. Donc beaucoup oui, alors c'est vrai qu'il faut faut toujours nuancer parce que c'est vrai que sur une semaine ça va rapporter plus. Après toutes ces locations ne sont pas forcément remplies 52 semaines par an et au final pour les propriétaires faut bien réfléchir car souvent la location plus classique va être en meublé va être plus rentable que la location saisonnière. Location vacances, toujours. Question de Virginie. Alors Virginie, j'ai réservé pour les vacances à la fin du mois d'août un 2 pièces à Trouville, c'est en Normandie. Mon correspondant demande un acompte qui dépasse la moitié de la somme. Est-ce légal ? Alors, ça dépend si elle est passée de particulier à particulier ou par un professionnel. De particulier à particulier, effectivement, ce n'est pas encadré. Par contre, on peut exiger même la totalité du loyer d'avance. Par contre, quand on passe par un professionnel, effectivement, les versements sont limités. Si on vous demande de payer la totalité plus de 6 mois à l'avance, ce n'est absolument pas normal. Donc, si vous réservez plus de 6 mois à l'avance, on peut vous demander 25% maximum et la totalité 1 mois avant l'entrée des lieux. Il faut savoir que quand on loue en location saisonnière, ce qui est très important, c'est de vérifier sur le contrat si la somme qu'on paye est considérée comme acompte ou si c'est qualifié d'art, en fait. Oui, alors que c'est pas évident. Non, les différences entre les deux. Et on voit des contrats. Voilà. Alors, quand on verse un acompte, ça veut dire que la location elle est ferme et définitive. Si finalement si cette personne ne va pas à Trouville, eh ben, elle va perdre le montant de sa location. Le particulier ou l'agence par laquelle elle est passée peut lui demander la totalité du prix. Par contre, si c'est qualifié d'art, ça veut dire qu'on a la possibilité de renoncer à la location et à ce moment-là, on perd ses arts tout simplement. Oui, donc on peut répondre à Virginie. Si en tout cas c'est particulier à particulier, bon, il n'y a pas d'intervention. Voilà. À la limite, c'est votre problème. Si c'est un professionnel, le contrat est conclu, donc ça ne peut pas excéder, on va dire, 25%. C'est exactement. Ça du prix de la location, en tout cas sur ce qui est demandé à l'avance. Voilà. Et 1 mois avant l'arrivée 1 mois avant qu'elle arrive dans les lieux, on peut lui demander la totalité. Question en matière de location meublée, question de Patrick de Nancy. Alors j'ai entendu parler qu'il y aura d'ici la fin de l'année un nouveau contrat de location pour les gens en formation professionnelle. Comment y prétendre et cela démarre quand ? Alors Patrick a raison de se poser cette question. Effectivement, la loi Elan, donc qui va, comme vous l'avez dit, arriver cet automne, prévoit donc la création d'un nouveau contrat de location, le bail mobilité, qui va être à destination d'un public finalement assez large, puisque c'est pour toutes les personnes qui vont faire des études, qui vont être en stage, qui sont en formation professionnelle ou en mission professionnelle, et également pour tous ceux qui sont amenés à faire leur service civique. Ça fait beaucoup de monde. Ça représente quand même pas mal de locataires. Il faut savoir que c'est des contrats qui vont de 1 à 10 mois maximum. Si vous avez par exemple un contrat de 3 mois, il pourra faire l'objet d'un renouvellement seulement dans la durée de 10 mois. Maximum. Sinon, on basculera automatiquement sur un contrat à titre de résidence principale meublé classique, donc des contrats de 1 an qui se renouvellent tacitement. Il faut savoir que ce bail mobilité, si on est en zone tendue, le loyer sera encadré. Alors zone tendue pour expliquer. C'est les 28 plus grandes agglomérations de France, exactement. Et donc à ce moment-là, ce bail mobilité, effectivement, le loyer sera encadré et sera également concerné par l'encadrement en cas entre 2 locataires. En fait, les propriétaires ne peuvent pas augmenter le loyer plus que l'indice IRL. Voilà, ce qui est parfois oublié. Alors pour y prétendre, en fait, il faudra bien préciser le motif pour lequel on souhaite cette location. Donc ce sera contrôlé par le propriétaire ou par l'agent immobilier par lequel on passe, et il faudra bien que le motif soit indiqué dans le contrat de location.
Voilà. L'avantage pour le locataire, c'est qu'il n'y aura pas de dépôt de garantie à verser. Donc c'est Visal, vraiment, ouais. voilà. Et en contrepartie, généralement le propriétaire demandera Visal. Il faut savoir que la volonté du gouvernement, c'est vraiment de supprimer cette barrière à l'entrée pour les locataires, pour pas avoir cet effort de trésorerie trop important à faire avec le dépôt de garantie. Et puis cela répond à ceux qui n'ont pas de CDI tout simplement, qui sont effectivement mission temporaire, formation professionnelle, exactement. beaucoup de gens. En fait, donc contrat de 1 mois à 10 mois, non renouvelable, résiliable par le locataire quand il veut, à tout moment, avec un préavis de, voilà, à tout moment avec un préavis de 1 mois, comme c'est le cas en fait dans une location meublée classique. Par contre, du côté du propriétaire, évidemment, il s'engage pour la durée du contrat. Si on fait un contrat de 6 mois, il est tenu de respecter cette location pour 6 mois. Il peut pas donner un congé de façon anticipée à son locataire. Et donc ce bail mobilité verra le jour, on va dire, en tout cas d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, parce que là le texte est au Sénat, va être étudié au Sénat à partir du 16 juillet, donc voilà, ça devrait suivre son cours et en septembre, on devrait avoir des nouvelles. Et donc je pense qu'on reparlera de ce nouveau contrat de location en meublé de 1 mois à 10 mois qui est le bail mobilité. Question de Cheyenne. Cheyenne de Paris nous demande quels sont les prix en location meublée à Paris. Ah, alors ça c'est... Vous faites régulièrement des baromètres. Oui. Alors ça dépend toujours, les moyennes de prix. On est aux alentours de 36 € du mètre carré. Après, il faut savoir que ça dépend beaucoup du type d'appartement. Est-ce que du niveau d'équipement et de services proposés avec le logement, du quartier, bien entendu. On constate pas les mêmes loyers dans le centre de Paris, du 1er au 8e arrondissement et en périphérie. Alors on va voir un tableau mode justement, je crois qui concerne d'ailleurs, voilà. On a cette moyenne, ce baromètre sur les locations meublées. Exactement. Et donc, dans le centre de Paris, on voit effectivement que c'est plus élevé, sachant qu'il y a eu quand même une petite diminution qui s'explique justement par le retour des logements qui étaient précédemment loués par via Airbnb, en fait. Et les propriétaires ne peuvent plus faire de location saisonnière. Et donc, comme leur logement était principalement dans le centre de Paris, ils reviennent vers la location meublée traditionnelle. L'avantage, c'est que ça fait diminuer un petit peu les prix. Très bien, une question de Claire, Claire de Paris qui nous demande: je souhaite louer le studio que j'ai acheté en location meublée. Faut-il prévenir la copropriété de l'immeuble? Alors, tout dépend si elle souhaite louer sur du long terme, donc par exemple un contrat avec un étudiant ou à titre de résidence principale du locataire. Il n'y a absolument pas besoin de prévenir la copropriété. On a le droit d'user de son bien comme on l'entend. Après, il faut quand même, si elle souhaite faire des locations de plus courte durée, il faut qu'elle vérifie dans son règlement de copropriété si c'est conforme à la destination de l'immeuble, c'est-à-dire l'usage pour lequel l'immeuble est destiné en fait. Est-ce que c'est à usage d'habitation exclusivement? Auquel cas, on peut avoir des clauses qui restreignent la location meublée. Mais ces clauses ne sont valables que si elles sont justifiées par la destination de l'immeuble. Voilà. Et donc ça, c'est important de le vérifier. Donc on peut avoir des clauses qui interdisent la location meublée. Voilà, à vérifier dans le règlement de copropriété. D'accord. Une question, on prend en direct de Myriam. Alors pour cette garantie, je pense que c'est la garantie Visal. Est-ce que ça concerne que les étudiants? Et pour ceux qui ne sont pas étudiants et qui ont plus de 30 ans, peuvent-ils bénéficier de la garantie Visal pour une location? Oui, alors tout à fait. On peut, ça a été ouvert aujourd'hui pour les plus de 30 ans. Il y a un certain nombre de conditions. J'allais dire, il faut aller voir sur le site servicepublic.fr ou sur le site de Visal, où on a toutes les conditions quand on a plus de 30 ans pour bénéficier du dispositif Visal. D'accord. Ok. Ensuite, je souhaite louer le studio, ça c'est la bonne réponse. Quelles sont les règles d'or en matière de location meublée, Maud? Qu'est-ce que vous diriez? Les bons conseils dans le domaine? Alors, bien vérifier ce qu'on en a parlé. Quand on est à la fois propriétaire et locataire. Si on commence côté propriétaire, je me mets mon appartement en location meublée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même une offre qui est très visible sur Internet. Donc, la première sélection que vont faire les locataires, c'est par rapport aux photos. Donc, avoir un bien qui soit soigné, joliment équipé, avec quelques petites touches de couleur pour retenir le regard des locataires. Ensuite, il faut des appartements qui soient parfaitement équipés. C'est-à-dire que si on se contente de la liste des 11
équipements obligatoires, parce qu'on a un décret qui fixe les 11 éléments d'équipement qui sont indispensables pour que la location soit qualifiée d'immeublé. Lesquels sont-ils les principaux? Alors en fait, c'est un lit, voilà, table, chaise, des rideaux occultants, c'est quand même important de le préciser. Des rideaux occultants. Voilà, dans les chambres, dans les chambres en fait, les pièces destinées au sommeil, et puis une cuisine qui soit suffisamment équipée. Voilà. C'est une liste qu'on trouve assez facilement. C'est pareil, partout, sur Figaro Imo, par exemple. Voilà, exactement. Si on se contente de ça, c'est un petit peu juste, sachant qu'aujourd'hui, les locataires, quand ils viennent en location meublée, ils s'attendent aussi à trouver, par exemple, un lave-linge, notamment quand on touche la clientèle professionnelle, les gens qui viennent en mission professionnelle, ils cherchent absolument un lave-linge, ils cherchent une connexion Internet. Aujourd'hui, c'est presque indispensable d'avoir une connexion Internet dans un appartement. Donc, en tant que propriétaire, soignez l'équipement, soignez la décoration, ne pas faire ça de bric et de broc parce que sinon, l'appartement retiendra pas l'attention des locataires et ne pas hésiter, voilà, à vraiment bien équiper plus que la liste à minima. Côté locataire maintenant, bien vérifier ce que comprennent les charges, on en a parlé tout à l'heure, et puis bien lire le contrat de location pour savoir effectivement quels sont les droits et les obligations des parties, même si aujourd'hui c'est encadré, mais prendre le temps de lire un contrat de location, généralement ils sont pas très longs et ça permet de poser ces questions. Indispensable. Indispensable, voilà, indispensable. Trop souvent, les locataires ne lisent pas les contrats et après il peut y avoir des mauvaises surprises, donc bien savoir ce qui est compris dans le loyer et dans les charges. Voilà, tout à l'heure on en parlait, la connexion Internet, s'il faut la payer en plus, ça a un impact. Et puis avoir conscience également que quand on prend une location et qu'on est locataire au 1er janvier, en location meublée étudiante et également a priori dans le cadre du bail mobilité, on sera redevable de la taxe d'habitation. Donc c'est vrai que c'est important de l'avoir en tête parce que bien souvent les locataires prennent la location 9 mois et sont surpris quand ils reçoivent la taxe d'habitation. Ils disent j'avais pas anticipé ce coût supplémentaire. Donc bien le prendre en compte. Eh ben voilà, Maude Welter, c'était très clair et très pratique. Merci infiniment. Merci à vous. Je pense que vous reviendrez pour ce thème de la location, que ce soit meublé de vacances ou étudiant. Merci à vous les internautes sur Figaro Imo. Merci de nous avoir suivis. Les clés de l'IMO sur la partie location se terminent. En tout cas, on fait une petite pause estivale. On a bien mérité. On partira, on ne sait pas où, mais on va partir un petit peu se reposer. Et puis, on se retrouve évidemment à la rentrée. Les clés de l'IMO vous rendront service dans le cadre de votre projet immobilier pour acheter, pour louer, pour investir dans une maison, dans un appartement, avec des experts ici en direct depuis le studio. C'est tous les vendredis entre 13h et 13h30. Encore merci à tous, bel été et à très bientôt.